Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Vous êtes donc docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, et vous avez écrit de nombreux ouvrages de référence, notamment sur la question du Rwanda et du Congo dont on va parler tout de suite. Je vais en citer simplement quelques-uns. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou encore Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994. Tous ces livres sont aux éditions L'Artilleur. Et puis ce dernier, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, également aux éditions L'Artilleur. Et nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay, notre partenaire du jour. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Alors ce livre est vraiment absolument poignant. C'est un pavé. Je précise qu'il est préfacé par Charles Millon, ancien ministre de la Défense, qui notamment a eu à gérer cette question du Congo également. Mais c'est un livre vraiment poignant sur ce génocide, en tout cas ces massacres qui ont lieu depuis bientôt 30 ans maintenant en République démocratique du Congo, anciennement appelée le Zaïre. Plus de 10 millions de morts, des 500 milliers de femmes violées, des centaines aussi de milliers d'hectares de forêts complètement ravagées par le pillage des ressources naturelles, et tout cela piloté depuis un pays, le Rwanda, qui est donc aussi soutenu notamment par les États-Unis. Donc vraiment, c'est un livre extrêmement important, et je propose, pour commencer à comprendre cette crise, il faut remonter vraiment au moment du génocide du Rwanda, au moment de la prise de pouvoir de Paul Kagame en 1994, puisque c'est à ce moment-là qu'en fait Paul Kagame commence à avoir des vues sur le Zaïre à ce moment-là, et donc il décide de s'attaquer en fait à ce moment-là au Zaïre, et de préparer une invasion. Oui, absolument. C'est que ce que les gens ont toujours un peu oublié, c'est que les événements du Rwanda, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le génocide rwandais, c'était une étape préliminaire pour s'emparer de l'Est du Congo et des richesses qui s'y trouvent. Mais pour comprendre cela, ce n'était pas au Zaïre que je suis allé chercher, ce n'était pas là-bas qu'il fallait chercher à comprendre. Il fallait revenir au Rwanda sur la stratégie militaire qui a été construite par Paul Kagame et évidemment les troupes rwandaises soutenu par Washington, et notamment sous Bill Clinton. C'est l'administration Clinton qui a préparé en quelque sorte l'invasion du Congo en aidant militairement Paul Kagame, en formant ces rebelles qui étaient les rebelles Tutsis qui étaient dans l'armée ougandaise, parce qu'il faut rappeler que Paul Kagame lui-même était directeur de renseignement dans l'armée nationale ougandaise avant de conquérir le pouvoir au Rwanda. Et donc, lorsqu'il a pris le pouvoir au Rwanda, il a décidé de passer à la seconde étape, qui était donc l'invasion du Zaïre en 1997. Oui, parce que ce qu'on oublie, ce qui a été très peu médiatisé, c'est qu'il y a eu une mission militaire humanitaire organisée par la France qui s'appelait l'opération Turquoise, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé également. Mais en parallèle de cette mission, il y a eu une mission américaine qui a été presque clandestine, en tout cas, qui n'avait pas du tout l'aval de la communauté internationale, de l'ONU, et qui a consisté, après le génocide rwandais, alors qu'il avait plus beaucoup de raisons, en tout cas, d'intervenir sur place, de se déplacer sur place, d'envoyer des soldats, d'envoyer des formateurs, et puis aussi de former à la guerre psychologique. Oui, j'ai été un peu stupéfait lorsque j'ai commencé mes enquêtes sur l'opération Turquoise, qui a été décriée en France aussi bien à gauche qu'à droite. Personne n'a voulu chercher à comprendre effectivement qu'est-ce qui s'était réellement passé. Il faut dire qu'à ce moment-là, la France est quand même sous la cohabitation avec François Mitterrand à l'Élysée et Édouard Balladur à Matignon. Donc il était difficile de penser que les deux, Mitterrand et Balladur, étaient d'accord sur la façon de conduire les opérations au Rwanda. Donc tout le monde est parti bien en tête avec l'idée que l'opération Turquoise était une opération de sauvetage du régime Hutu en perdition, alors qu'il n'en était absolument rien du tout. D'ailleurs, M. Balladur voulait absolument rétablir ou restaurer l'image détériorée de la France à ce moment-là, mais personne n'a voulu écouter ça. Tout le monde est parti en disant que la France veut sauver un régime génocidaire. Sauf que quand vous regardez les documents d'archives, quand vous regardez les décisions et les rapports du Conseil de sécurité, ce que j'ai fait l'effort de faire, aucun chercheur n'a essayé d'aller voir qu'est-ce qui a été décidé au Conseil de sécurité en 1994, eh bien vous constatez tout simplement que c'est à ce moment-là que Paul Kagame, lui, préparait l'invasion, et il a surtout demandé de ne pas intervenir. Et les États-Unis ont appuyé cette demande. Comment pouvez-vous dire de ne pas intervenir, de ne pas accepter une force multinationale lorsque vous-même vous dites qu'il y a une extermination des populations Tutsis? Et lui, qui est le chef rebelle Tutsi, dit aux Nations Unies de ne pas intervenir, de laisser les massacres se faire. Donc ce sont des lettres que j'ai découvertes au sein du Conseil de sécurité qui étaient adressées par Paul Kagame lui-même. Et malheureusement, personne ne s'est intéressé à ça, et
malheureusement, c'était l'opération Support Hope, qui était une opération humanitaire ou dite humanitaire organisée par Washington, qui a été menée presque à la fin de l'opération turquoise et qui a fait vocation simplement à aider Kagame à s'emparer du Congo. Voilà, et alors cette invasion va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est cette utilisation des réfugiés qui s'enfuient en fait à la suite du génocide rwandais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces réfugiés vont être utilisés par Paul Kagame pour préparer cette invasion? Alors, ce que je vous disais en début d'émission, c'est que j'ai cherché à comprendre à partir du Rwanda. C'est que lorsque vous voyez une carte d'état-major ou plusieurs cartes d'état-major, notamment les cartes de la CIA, du Pentagone et les cartes de la direction du renseignement militaire français, attestent effectivement que Paul Kagame attaque le Rwanda à partir du nord du pays. Bon, en attaquant le Rwanda à partir du nord du pays, c'est-à-dire avec des troupes venant de l'Ouganda, il a pris la partie est du Rwanda en poussant les populations vers le centre du pays. Donc, et en poussant les populations vers le centre du pays, les militaires ou les milices de Paul Kagame ont fermé la frontière de la Tanzanie, fermé la frontière du Burundi et ont poussé les populations vers l'ouest du pays. Et c'est à l'ouest, effectivement, que l'opération turquoise était installée. Alors, les militaires de l'opération turquoise étaient débordés par l'afflux massif des réfugiés qui venaient aussi bien du côté est que du centre du pays, et poussant les populations vers l'est, l'est du Zaïre. Et il n'y avait que 2 portes d'entrée sur le territoire zaïrois. Il y avait Goma et il y avait Bukavu. Et au milieu de ces 2 entrées, il y avait le lac. Et donc, les populations avaient le choix soit de mourir en essayant de rentrer par Goma, soit de mourir en essayant de rentrer par Bukavu, soit alors de mourir dans le lac Kivu. Et donc, c'est effectivement comme ça que les choses se sont passées. Et lorsque ces populations se sont retrouvées sur le territoire zaïrois, que dit Paul Kagame? Il dit il y a des génocidaires qui se trouvent à l'est du Zaïre, il faut les déloger. Et qui sont ces génocidaires? Vous avez des bébés de 3 ans, vous avez des bébés de 6 mois, vous avez des enfants de 3 ans, vous avez des vieillards, vous avez des femmes enceintes. Tout ce monde-là est considéré par Paul Kagame et l'administration Clinton comme étant des génocidaires. Et donc, la justification pour occuper le territoire congolais, ce serait de dire qu'il y a des génocidaires à l'est du Congo, il faut aller les déloger. Et ils sont partis en 1997, déloger ces gens, bombarder les camps, et ils se sont emparés du pays de cette façon-là. Jean-Louis Tremblay. Oui, je dois dire que le travail de Charles Onana est remarquable. C'est un réquisitoire accablant. Accablant pour plusieurs États et pour la communauté internationale en particulier. Alors vous faites bien de rappeler qu'à l'origine, il y a ce narratif victimaire, donc le génocide. Donc au nom d'un génocide, on va agresser le pays voisin et perpétrer un autre génocide. 800 000 d'un côté, 10 millions de l'autre, vous l'avez rappelé, avec le viol comme arme de guerre, mais le viol systématique et méthodique, 500 000 femmes violées. Et pas seulement, il y a aussi le travail des enfants, puisque je pense qu'on va aborder le problème, parce qu'il y a toujours une raison. Pourquoi les États-Unis, parce que c'est bien les États-Unis qui ont encouragé et entraîné Kagame et ses troupes, parce que le Congo, la RDC aujourd'hui, l'ex-Zaïre, est riche de 3 minerais hautement stratégiques qui sont uranium, cobalt et coltan. Charles Onana va nous expliquer pourquoi, et qui sont exploités par des compagnies anglo-saxonnes, bien implantées dans les provinces de l'Est, Nord et Sud Kivu, mais dont les opérateurs, notamment sécuritaires, sont soit des soldats rwandais, soit des milices au service du Rwanda. Voilà, et je crois que c'est quand même cet aspect de prédation économique est important, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Vous faites bien de souligner ces 3 minerais qui sont des minerais stratégiques très importants. Je rappelle pour l'histoire et pour les historiens que l'arme atomique qui a servi au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki en 1945, l'uranium venait du Congo et qui a été vendu par la Belgique aux États-Unis. Et le cobalt, c'est-à-dire ce minerai qui sert aujourd'hui à la fabrication des batteries
électrique pour la transition énergétique, dont on nous vante les mérites en nous disant que c'est pour avoir un environnement propre, etc. Mais sauf que ce minerai-là est extrait par les enfants de 7 à 8 ans, 10 ans, qui au lieu d'aller à l'école sont utilisés par les multinationales et les milices armées en provenance du Rwanda qui utilisent ces enfants. Et les humanitaires ou les écologistes ne s'intéressent pas du tout à cet aspect des choses. Il se trouve que ce cobalt-là est aujourd'hui la demande de cobalt est de l'ordre d'à peu près 70%, et 70% est aussi la production du cobalt par le Congo. Donc les experts considèrent que la demande de cobalt depuis 2011 évolue à tripler. La demande a triplé et donc ça va aller jusqu'en 2030 avec une demande extrêmement forte. D'où la précipitation avec laquelle et la voracité avec laquelle les multinationales américaines se déversent au Congo pour appuyer les milices armées pour extraire ce coltan. Et puis, pour extraire le cobalt. Et puis le coltan, pour l'histoire encore, depuis 1942, le coltan est considéré par le Pentagone comme un minerai de défense stratégique de la sécurité des États-Unis. Donc, les États-Unis savent depuis la Seconde Guerre mondiale que ce minerai est très important et on l'a découvert cela avec la fabrication de nos téléphones portables, des ordinateurs, etc. Mais depuis 1942, les États-Unis, eux, ils ont déjà ce coltan en tête. Et donc, ils vont donc se mobiliser. Les premières entreprises qui vont soutenir Paul Kagame, l'AMFI par exemple, qui est une entreprise américaine basée au Kansas, dans le fief du président Clinton, c'est cette entreprise qui va soutenir quasiment les troupes de Kagame et de l'Ouganda qui vont renverser le président Mobutu en 1997 pour s'emparer de l'Est du Zaïre. Donc voilà comment ces trois minerais ont installé en quelque sorte la violence et la prédation sur le territoire congolais, avec toujours sans parler de questions économiques. On met toujours en avant la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc., la bonne conscience internationale, mais jamais la réalité des intérêts géostratégiques qui sont au cœur du sujet. Voilà, pour que tous les auditeurs comprennent, on a donc au Rwanda en 1994 ce régime Tutsi amené par Paul Kagame qui prend le pouvoir. On a cette minerai, ces mines inestimables au Congo qui a des vues, qui est prétendu qui est revendiqué par Kagame avec l'appui des États-Unis, et donc il prépare cette invasion avec ces réfugiés qui sont envoyés à la frontière du Zaïre. On a aussi également au Congo à l'époque, sur le territoire zaïrois, d'autres personnages très importants qui sont les Banyamulenge. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Ce sont des réfugiés qui, eux déjà, qui se disent victimes aussi également de génocidaires. Ça vous fait rire aussi? Oui, parce que... Oui. Expliquez-nous ce que c'est que les Banyamulenge. Alors les Banyamulenge, c'est ce qu'on appelle les Tutsis congolais. Voilà. Bon, alors, beaucoup d'organisations internationales, françaises, belges, américaines, ont défendu cette communauté comme une tribu du Congo. Bon, je me suis plongé un peu dans l'histoire de cette communauté et je me rends compte qu'en fait, il s'agit simplement de réfugiés Tutsis qui ont été généreusement accueillis par les Congolais en 1959 lorsque la monarchie Tutsi a perdu le pouvoir, parce qu'il faut rappeler que la monarchie Tutsi a dirigé le Rwanda pendant plusieurs siècles et qu'en 1959, lors du passage de la fin du système de l'administration coloniale à la Première République, les Belges ont changé leur fusil d'épaule, ont soutenu les Hutus qui étaient majoritaires et qui étaient considérés comme des serfs pendant tous ces siècles-là. Donc, lorsque les Hutus prennent donc le pouvoir en 1959, eh bien, la monarchie Tutsi, qui n'accepte pas d'être dominée par ces ex-serfs, tous ces réfugiés partent donc en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Burundi, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que ces Banyamulenge ou ces Tutsis du Rwanda vont commencer à se considérer comme... Ils sont d'abord considérés comme des réfugiés, mais au fil du temps, ils deviennent des Banyamulenge, donc une tribu congolaise. Sauf qu'on peut tout reprocher à l'administration coloniale belge, sauf le fait d'avoir été extrêmement
rigoureuse sur les études ethnologiques, sur les récits de voyage, etc. Et dans toutes les archives, on ne retrouve à aucun moment les Banyamulenge comme étant une tribu du Congo. Donc la falsification de l'histoire du Congo commence de cette façon-là, et les Américains vont se servir. D'ailleurs, c'était des rapports qui sont disponibles au sein du Congrès américain, où ils disent eux-mêmes qu'ils se sont servis des Banyamulenge pour organiser l'invasion et la déstabilisation du Congo. Voilà. Puisque du coup, donc, ces réfugiés congolais qui ont maintenant la nationalité congolaise à ce moment-là, tout à fait, vont aussi s'estimer victimes de discrimination. Alors, et vont provoquer aussi la chute du régime. Alors, c'est très grave parce que ces gens, en même temps, ils se disent victimes de discrimination, en même temps, ils occupent des postes stratégiques très importants. Je découvre par exemple que l'un des porte-parole des Banyamulenge ou de ceux qu'on appelle les Tutsis du Congo a été en 2004 vice-président de la République démocratique du Congo chargé de la sécurité. Laurent Kunda, le chef milicien Tutsi, je découvre dans les archives des Nations Unies qu'il n'est pas congolais, qu'il est rwandais. Et donc, c'est un rapport de 10 pages fait par la mission des Nations Unies. Alors, vous avez une série d'éléments mensongers, une falsification historique, politique et géopolitique de grande envergure. Et malheureusement, personne ne veut parler de ça. Et d'ailleurs, moi, je suis sidéré de constater que toutes les accusations qui ont été portées contre Turquoise, il n'y a que les militaires français qui ont essayé de se battre pour défendre leur honneur, mais les dirigeants politiques français se sont complètement écrasés devant ce ramassis de mensonges, comme s'ils avaient peur de parler des États-Unis, de dire que les États-Unis ont participé à la falsification de l'histoire du Congo pour essayer de piller les richesses. Je ne comprends pas ce silence. Jean-Louis Tremblay. Oui, je partage votre avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains hommes politiques, notamment en France, ont été assez clairvoyants, ont bien cerné la manœuvre des années 94-95. Je pense notamment, et vous le citez, à François Mitterrand. Sauf que quand François Mitterrand a voulu entreprendre quelque chose, il y a eu un coup de téléphone de Washington, on lui dit non, on va pas plus loin. Donc il y a quand même ce rôle de gendarme mondial qui est celui des États-Unis. Le deuxième point, c'est important, je crois, c'est le sentiment de culpabilité qui a été entretenu par le régime rwandais, par Kagame en particulier, qui consiste à dire nous, on a été victime d'un génocide, alors maintenant c'est à notre tour. Et d'ailleurs, vous citez à un moment la visite d'un ministre de la coopération français, je crois que c'est M. Roussin, Monsieur Josselin. Monsieur Josselin, pardon, oui. Qui s'entretient avec un responsable, un haut responsable avec Paul Kagame, rwandais, Tutsi. Avec Paul Kagame lui-même, d'ailleurs. Et qui lui dit voilà, que se passe-t-il, et on lui répond en gros que les Blancs ont tué des Noirs pendant des décennies, maintenant c'est notre tour, dit-il. C'est un peu ça, hein. Ah oui, mais l'ancien ministre de la Coopération, M. Charles Josselin, me l'a raconté en disant qu'il a rencontré Paul Kagame, qui lui a dit, écoutez, vous venez nous parler, parce que monsieur Josselin voulait savoir quel était le sentiment de Kagame par rapport au pillage des richesses du Congo, parce que c'est pas le Rwanda. Vous pouvez piller votre pays si vous voulez, mais aller piller le voisin, c'est totalement illogique, incompréhensible. Et il lui dit, tranquillement, en le regardant droit dans les yeux, en disant... les Occidentaux ont pillé l'Afrique pendant des années, maintenant c'est au tour des Noirs de piller. Enfin, M. Josselin, il m'a dit, j'étais abasourdi par la réponse. Il a dû croire que les parents de M. Josselin avaient pillé le Congo, et donc il lui renvoyait ça dans la figure comme pour lui dire, maintenant c'est au tour. Alors, le problème, c'est que les Congolais ne peuvent pas supporter qu'on leur dise que maintenant c'est au tour des Noirs de piller leur pays. Enfin, c'est quelque chose de totalement irrationnel et incompréhensible. Voilà, c'est complètement incompréhensible. C'est ce narratif toujours victimaire. Et donc, ça va amener à la chute du président Mobutu en 97. Puis après, donc, il a pris ce pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui va également être renversé, assassiné. Et on va mettre en place son fils. Donc là encore, les États-Unis, en fait, orchestrent à chaque fois la chute de ces différents présidents. Absolument. Là, je me retrouve donc aux États-Unis discutant avec l'envoyé spécial du président Clinton, qui était Madame Cynthia McKinney, qui a été 12 ans au Congrès américain,
américain, démocrate, donc, qui me dit j'ai eu le président Kabila plusieurs fois au téléphone, je suis allé le rencontrer et il m'a dit que mon pays, les États-Unis, exerçaient des pressions terribles sur lui pour qu'il cède la gestion des ressources minières au Rwanda et à l'Ouganda. Et donc, évidemment, comme le président Laurent Désiré Kabila ne voulait pas de cela, eh bien, ils l'ont assassiné en 2001 tranquillement. Et qui on a pris, eh bien, soi-disant son fils, et c'est Joseph Kabila. Vous pensez que c'est pas son fils ? Écoutez, tous les Congolais le soupçonnent de ne pas être son fils. Et puis surtout, James Kabarebe, donc, qui c'est lui, un Tutsi, qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997, après la chute du maréchal Mobutu, avant de redevenir ministre de la Défense au Rwanda, eh bien, il a dit que c'est lui qui a formé Joseph Kabila. Donc, il a formé Joseph Kabila qui venait de l'armée rwandaise. Donc, les gens ne connaissent pas un passé militaire à Joseph Kabila au Congo. Il est venu dans les bagages de Paul Kagame. D'accord, donc c'est un faux fils. Enfin, en tout cas, il y a un faisceau de preuves qui montrerait que ce n'est pas le vrai fils de Laurent Kabila. Tous les biographes et les historiens congolais sont perplexes. Je cite d'ailleurs le président congolais Denis Sassou Nguesso qui disait qu'il était quand même assez stupéfait de constater ce monsieur qui venait de nulle part, qui est devenu président de la République, validé par Washington. Oui, qui a été validé d'un coup par toutes les autorités. Absolument. En même temps. Et donc, on ne comprend pas ce qui s'est réellement passé. On va en continuer d'en parler. On a encore un bon quart d'heure devant nous pour en parler après la pause. On va notamment évoquer, puisqu'on n'a pas encore évoqué, ce livre est très dur sur le génocide, effectivement, et puis les viols des femmes dont on va parler juste après la pause. Mais il est 9h et on fait simplement un point sur l'actualité avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Charles Onana, docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés et auteur de ce livre absolument importantissime, Holocauste au Congo, la France complice, aux éditions L'Artilleur. Et puis nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine, à qui je vais laisser la parole. Oui, puisque nous avons terminé là-dessus la première partie de l'émission. On va peut-être aborder l'aspect factuel des choses, c'est-à-dire, voilà, c'est un fait. Le terme holocauste utilisé par Charles Onana n'est pas trop fort, me semble-t-il. Pour ceux qui en doutent, se reporter au cahier central, qui est un cahier photo, c'est épouvantable. Alors, il y a le viol, je trouve, comme arme de guerre systématique, il faut revenir dessus, parce que c'est pas un viol occasionnel qui est accompli au cours d'une razzia ou lors du passage de la soldatesque dans un village, c'est qu'il est organisé. C'est-à-dire que les femmes sont regroupées, elles suivent la troupe et elles sont régulièrement violées par des dizaines et des dizaines de soldats. Voilà. Et je crois que vous avez rencontré un certain nombre de victimes. Charles Onana, peut-être que vous pouvez nous en parler. Alors ça a été, je le dis tranquillement, ça a été la partie la plus éprouvante pour moi dans cette enquête. C'est-à-dire que je me retrouve avec, je commence à interroger une femme qui a été violée à l'est du Congo, une Congolaise qui n'a pas parlé depuis plusieurs années. Et qui me dit, je ne suis pas préparé à écouter son témoignage. Je pensais simplement peut-être prendre un rendez-vous ou quelque chose comme ça, mais elle décide de me parler. Et j'avais commencé à prendre des notes et finalement, j'ai abandonné la prise de notes tellement ce qu'elle me disait était terrible. Elle me dit, j'avais l'âge de 15 ans lorsque des groupes venus du Rwanda sont rentrés dans la maison, nous ont trouvé ma petite sœur et moi et notre père, et ont demandé à notre père de lui donner des documents fonciers. Bon, mon père est allé chercher des documents fonciers, ils avaient des armes pointées sur lui, il leur a présenté les documents fonciers, donc ils se sont emparés des documents fonciers, donc de la propriété de leur père et de toute la famille, et ils ont exécuté le père devant elle. Alors, les enfants traumatisés, on dit aux enfants, mettez-vous dehors, et lorsque les enfants sortent, eh bien, ils mettent le feu sur la maison avec le corps de leur père qui est brûlé. Et une fois que cela est fait, on demande donc à sa sœur de rejoindre un autre groupe
armée, et elle rejoint un autre groupe. Et elle me dit, je n'ai jamais revu ma sœur, je ne sais pas si elle est toujours vivante ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on l'amène dans la forêt, et elle est violée. Elle me dit, je suis violée le matin, à midi, et le soir par des gens différents, par des soldats des Tutsis rwandais qui sont... Oui, parce que voilà, on va préciser que ces viols et ces armes, ces massacres sont commis par des Tutsis rwandais au Congo, sur des Congolais. Absolument. Et donc elle est violée constamment comme ça, et à chaque fois, quand le soir arrive, elle n'arrive pas à dormir. Et le même scénario reprend dans la nuit quand ils reviennent de leurs opérations militaires, et ça recommence le matin. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'elle a vécu 6 mois dans la forêt en vivant cela, tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, une de ses amies, qui avait été une amie de circonstance, qui a été violée dans les mêmes conditions, et lorsque les soldats sont allés, parce qu'ils repartaient au village, donc piller les marchés, et elle dit, bon, la seule occasion que nous avons, c'est de nous enfuir, sinon ils vont nous assassiner, parce qu'ils disaient, lorsqu'ils avaient marre de violer les mêmes femmes pendant 6 mois, 1 an, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les exécutaient à bout portant. Et donc, elle me dit, bon, lorsque nous sommes enfuis, on est arrivé au village, c'est un prêtre qui nous a récupérés, on a essayé de lui raconter ce qui nous est arrivé, le prêtre a demandé que nous soyons protégés, et l'une des femmes avec qui je suis arrivé est morte de sida, l'autre est décédée de fatigue, parce qu'on avait beaucoup marché. Elle a été la seule survivante. Et à chaque fois qu'elle parlait, mais elle éclatait en sanglots. Elle me dit, je lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour vous protéger? Elle me dit, personne ne fait rien, absolument rien. Et nous savons que les miliciens peuvent venir à tout moment nous faire des razzias sur le village et nous reprendre pour aller nous violer. Il y a une autre qui a subi des viols massifs comme ça, et donc finalement elle est tombée, elle a été paralysée, et elle est allée lors d'un anniversaire chez des amis. Les troupes de Paul Kagame sont arrivées dans le village, tout le monde s'est enfui, on l'a oubliée parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont violée. Et ils l'ont violée malgré sa paralysie. Elle s'est retrouvée avec des traumatismes incroyables physiques. Je vous passe les détails. Lorsque j'ai pu voir les photos des opérations que le docteur Mukwege faisait par rapport à ces femmes-là, mais c'est quelque chose d'insoutenable quand vous voyez les photos. Et c'est surprenant quand même que les femmes qui se battent contre les viols, que ce soit en France et en Belgique ou ailleurs, en Europe, mais se taisent devant cette situation. Mais vous avez vu, tout le monde est au courant que ces dernières années, lorsqu'on parle de viol d'une femme en France, tout le monde se mobilise. Mais là, on parle d'un demi-million de femmes violées quotidiennement. Et tout le monde est au courant. Ce qui est surprenant, c'est que personne ne bouge. De quoi les gens ont-ils peur dans cette histoire-là? Je ne comprends toujours pas. Oui, parce que ce que vous expliquez, c'est que le viol est utilisé comme arme de guerre, c'est-à-dire que ça permet d'empêcher les naissances, de traumatiser les enfants, donc d'exercer une vraie terreur sur la population, puisque le projet aussi, il faut le dire, des Tutsis en tout cas au Kivu, c'est un remplacement de population. Absolument, absolument. Et c'est ça qui est terrible pour les Congolais. C'est-à-dire que c'est pour cela que quand on parle de omerta de la communauté internationale, mais le mot ne peut pas être plus adapté, parce que tout le monde est au courant, tout le monde a accueilli le docteur Mukwege en Europe, etc., en France, etc. On sait, il a raconté, il explique cela. Mais le but de ces viols massifs, c'est que les gens savent déjà qu'en violant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été violées devant leur mari, avant qu'on assassine le mari, on la viole devant le mari, devant les enfants. Et puis, une fois que les opérations de viol sont finies, les femmes quittent leur région natale, parce que c'est souvent là qu'elles ont grandi, etc. Et donc, quand elles partent, eh bien, d'autres populations viennent occuper le territoire. Et une fois que c'est fait, on envisage aussi, parce qu'ils tuent les enfants. Une fois que les enfants, on les tue. Pourquoi? Parce que ces enfants, il ne faut pas que ces enfants aient envie de revenir un jour, soit dans leur village, soit essayer de venger ce qui s'est passé vis-à-vis de leurs parents. Donc, il y a une extermination programmée des viols méthodiques prémédités pour
évacuer les gens de leur région natale et de remplacer ces populations par d'autres populations qui sont acquises, n'est-ce pas, au pillage des richesses. Et puis surtout, parce que ces populations vont revendiquer leur qualité de Congolais sur le territoire national. Et tout ça sous pas la bénédiction, mais en tout cas le silence des multinationales qui profitent de ce commerce des minerais, quoi. Absolument. Ouais. Et lorsque je découvre dans les archives de Washington, que ce soit les archives du Pentagone, les Américains savent très clairement que la minorité Tutsi à l'Est est en train d'utiliser ces méthodes, ce genre de méthodes pour détruire les familles, détruire des êtres humains, etc. Et ils sont parfaitement au courant, c'est dans les archives américaines. Mais ça semble tout à fait logique parce que ça participe, n'est-ce pas, du processus. Il y a deux objectifs. Le premier objectif qui est celui des multinationales, mais il y a l'objectif de Kagame qui veut construire un empire Tutsi. Alors moi, j'étais un peu surpris parce que c'est le professeur Bernard Debré qui me l'avait expliqué il y a plusieurs années dans son bureau à l'hôpital Cochin. Et moi, j'avais pensé effectivement que le projet était délirant pour moi et que c'était quelque chose de totalement irréalisable. Lorsque j'ai découvert que le général Queneau, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, l'a affirmé également lors de plusieurs rencontres restreintes à l'Élysée, mais j'étais encore surpris. Mais la cerise sur le gâteau, et ce qui a achevé de me convaincre, c'est que je découvre dans les archives du président Bill Clinton, que j'examine, que l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé un rapport sur cette question qui a été envoyé à la Maison-Blanche. Donc, ils étaient tous parfaitement au courant que Paul Kagame, Yoweri Museveni et les Tutsis dans la région avaient l'ambition de construire un empire en exterminant les populations, en pillant les ressources. C'est tout bonnement incroyable. Jean-Louis Tremblay pour la question de la fin. Oui, il y a clairement une épuration ethnique qui est en cours. Parce qu'il y a, il faut le rappeler, vous êtes un spécialiste aussi, Charles Nana, de la région des Grands Lacs, il y a toujours cet antagonisme ancestral entre Hutu et Tutsi, entre pasteurs nomades, agriculteurs sédentaires, etc. Et il y a un sentiment de supériorité des Tutsis qui effectivement veulent reconstituer, on va dire, un Tutsiland, un grand empire Tutsi, et c'est pour ça qu'ils sont présents non seulement au Rwanda, mais aussi en Ouganda ou en RDC. Donc il y a cet objectif. Et curieusement, et là je suis d'accord avec vous, on n'entend jamais les associations de défense des droits de l'homme. Alors où sont-elles ? Où sont-elles et que font-elles ? Pareil pour les associations féministes, MeToo, etc., les Femen, où sont-elles ? Ce qui concerne le viol de ces femmes congolaises. Là, tout le monde est indifférent. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est qu'on poursuit Charles Nana, dont j'ai une plainte de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme qui me poursuit, l'association Survie qui me poursuit pour négation du génocide des Tutsis. Je ne comprends pas, puisque mon ami, c'est la première personne avec qui j'ai écrit mon premier livre sur le Rwanda, s'appelle Deo Mushahidi. Il est Tutsi, victime c'est-à-dire toute sa famille a été exterminée en 1994 parce qu'il était Tutsi. Eh bien, ce monsieur, cet ami, mon ami, est aujourd'hui incarcéré à perpétuité au Rwanda pour négation du génocide des Tutsis et pour toutes sortes d'accusations de terrorisme, etc. Et aucune de ces associations qui prétendent défendre les victimes Tutsis ne s'est intéressée au cas de Deo Mushahidi. On a entendu le chanteur Tutsi Kizito Mihigo qui a été assassiné au Rwanda, lui aussi parce qu'il considérait que l'histoire qui était racontée n'était pas tout à fait vraie. Eh bien, lui aussi a été tué et aucune de ces associations ne s'est mobilisée. Donc, on est devant une situation où, je présume, moi je rappelle tout simplement à tous ceux qui nous écoutent que moi je n'ai aucun conflit d'intérêt, comme disait le professeur Raoult, ou le professeur Perron. Moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette région. J'y suis venu par curiosité intellectuelle et j'ai découvert des choses tout à fait abominables que je dénonce. Je ne comprends pas pourquoi moi je suis poursuivi pour dénoncer des criminels contre l'humanité, mais les criminels contre l'humanité sont manifestement très liés aux associations qui me poursuivent. Et pour dire pour l'association Survie, d'ailleurs c'est un ministre rwandais qui me l'a raconté, que l'association Survie, lorsque
Kagame a pris le pouvoir, le président fondateur de l'association Survie avait une voiture de fonction à Kigali. Donc, je ne comprends pas ces associations qui disent lutter contre la France-Afrique, mais qui poursuivent les gens qui dénoncent la France-Afrique de Kagame, par exemple les Sarkozy. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne poursuivent pas M. Sarkozy? Parce que, d'ailleurs, par exemple, le juge Bruguière avait mené une enquête sur l'attentat où 3 Français ont été tués dans un attentat terroriste. Eh bien, c'est M. Bernard Kouchner qui avait dit que Kagame lui a dit qu'il fallait neutraliser ce dossier parce que le juge Bruguière était arrivé à la conclusion que ce sont les gens de Kagame qui ont abattu l'avion dans lequel 3 Français ont été tués. Et Bernard Kouchner a travaillé pour que l'enquête du juge Bruguière soit anéantie, qui a abouti à un non-lieu. Et donc, là aussi, je ne comprends pas. 2 gendarmes français ont été tués en 1994 au Rwanda par les troupes de Kagame. C'est démontré, c'est prouvé. Eh bien, M. Sarkozy n'a jamais demandé des comptes à Paul Kagame. Il est plutôt parti fêter son 66e anniversaire à Kigali. Mais enfin... Oui, alors qu'en plus, même plus largement en Europe, il y a une vraie omerta sur le sujet. Malgré les rapports successifs de l'ONU, l'Union européenne n'a toujours brillé par son silence. 5 rapports. 5 rapports. Rapport des Nations Unies, rapport de l'auditorat militaire belge, rapport du juge Bruguière, rapport du juge espagnol, rapport des Nations Unies. Et j'ai rencontré les enquêteurs des Nations Unies qui m'ont dit avoir subi des pressions incroyables pour avoir essayé de mettre en cause Paul Kagame. Et la justice espagnole également a subi des pressions incroyables des diplomates américains qui étaient basés à Madrid, demandant que des diplomates allemands, etc., fassent tout pour qu'on retire les mandats d'arrêt contre Paul Kagame. Mais enfin, c'est hallucinant quand vous rentrez dans ce dossier. Qui est mis en photo dans le livre avec Bill Clinton, Tony Blair, Emmanuel Macron également. Donc c'est extraordinaire ce silence alors que tout le monde est au courant finalement. Mais bien sûr, mais écoutez, c'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne qui venait de couronner son roi il y a quelques jours. Mais Paul Kagame, l'ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair, est devenu conseiller de Paul Kagame. C'est du jamais vu dans l'histoire de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Je rappelle que pour ceux qui s'intéressent également à Paul Kagame, parce que c'est un personnage vraiment sanguinaire au possible, il y a un excellent livre qui a été écrit aux éditions Max Milo qui s'appelle Assassins sans frontières, rédigé par Michaela Wrong. En tout cas, merci beaucoup Charles Onana, c'est un livre vraiment extrêmement important qui met le doigt là où ça fait mal, qui vraiment pointe du doigt cette omerta insoutenable qui est maintenue depuis 30 ans par la France et par l'Europe en général pour des intérêts financiers. Donc merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés. Je citais quelques-uns de vos ouvrages de référence sur la question du Rwanda, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise ou encore Enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 1994 aux éditions L'Artilleur. Et puis ce dernier vraiment à vous procurer, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale aux éditions L'Artilleur également. Et puis merci à vous Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine.